Chers téléspectateurs de Ovadia Web TV, bonsoir et bienvenue à tous sur votre émission Santé. Pour ce nouveau numéro de Santé Plus, nous parlerons anémie, un véritable problème de santé publique qui touche près d'un quart de la population mondiale selon l'Organisation mondiale de la santé et des millions de cas de décès sont enregistrés chaque année. Pour parler de notre sujet du jour, nous serons avec le docteur Oussou, bienvenue, médecin hématologue. Mais avant, nous vous proposons de suivre le Vox Populi que voici. Très souvent, quand on parle de l'anémie, moi je pense que c'est le manque de sang et ça provoque la vertige. Pour moi, c'est à cause de l'hypotension. Bon, à part ça, j'ai plus d'autres informations là-dessus. Anémie, il y a qu'à l'aide tout loin, il y a un autre mouton, donc il y a mal à mouton, mais nous sommes pas et notre anémie, anémie, on a pas lui. Bon, l'anémie, selon moi, je sais que c'est une maladie, et, disons le manque de sang. Bon, selon moi, par exemple, quelqu'un qui a fait d'accident et qui a perdu beaucoup de sang peut souffrir d'anémie. De retour sur ce plateau, bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Bonsoir docteur. Bonsoir madame Atinepo. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui suis en arrêt. Alors pour le citoyen lambda, vous avez compris, l'anémie, c'est le manque de sang. Mais vous, en tant que spécialiste, comment est-ce que vous pouvez définir cette maladie? Alors, l'anémie, c'est la diminution du taux d'hémoglobine. Entendez par l'hémoglobine, c'est le pigment rouge qui est à l'intérieur du globule rouge. Donc, c'est la diminution de ce taux d'hémoglobine en fonction du sexe, de l'âge et de l'état physiologique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous tous n'avons pas les mêmes normes en termes de valeur normale du taux d'hémoglobine. Quand un enfant naît prématurément, il y a une certaine valeur. Quand un enfant naît à terme, il y a une certaine valeur aussi. Et il y a d'autres valeurs pour l'enfant de 6 mois jusqu'à 15 ans. Et au-delà de 15 ans, là on pense, ça c'est les adultes, et la valeur varie en fonction du sexe et de l'état physiologique. Du sexe, parce que chez la femme, le taux, il y a une différence d'1 gramme par rapport à chez l'homme. Et puis quand la femme est enceinte, le taux, puisque la femme est enceinte et qu'il y a l'enfant aussi qui est porté par la femme, l'enfant aussi, le sang de la femme nourrit cet enfant-là. Donc le taux de la femme enceinte est un peu diminué par rapport au taux normal. Donc l'anémie, c'est la diminution du taux d'hémoglobine en dessous des seuils connus, reconnus par l'OMS, c'est des normes qui sont fixées par l'OMS, et c'est des normes qui sont fixées en fonction des zones géographiques. Parce que ce n'est pas la même chose dans tous les pays. En gros, c'est ça. Alors, on peut dire que les citoyens qu'on a eu à interviewer ne sont pas très loin de la réalité. L'exclusion du sang. Mais quand on dit la diminution du sang, pour nous autres qui sommes spécialistes du domaine, le sang contient beaucoup de choses. Le sang contient les globules rouges, le sang contient les globules blancs, le sang contient des plaquettes. Mais ici, spécifiquement, c'est la diminution du taux d'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est le pigment qu'il y a à l'intérieur des globules rouges. Alors, et ça, c'est fonction du sexe. C'est fonction de l'âge. Chez l'homme, c'est différent que chez la femme. Quand on dit fonction de l'état physiologique, c'est-à-dire une femme qui est enceinte n'a pas la même valeur qu'une femme qui n'est pas enceinte. Chez les enfants, la valeur varie en fonction des tranches d'âge. Donc, c'est un peu ça. Les citoyens sont un peu proches de ce qui a dit. Alors, parlez-nous des causes de cette maladie. Qu'est-ce qui amène l'anémie? Alors, les causes de l'anémie, avant de parler des causes d'anémie, c'est de savoir quel est le mécanisme d'installation de l'anémie. Ça va permettre de comprendre les causes par la suite. Alors, quand vous prenez, j'ai dit tantôt que l'anémie, c'est la diminution du taux d'hémoglobine qu'il y a dans les globules rouges. Alors, les globules rouges viennent d'où? Les globules rouges sont produits dans la moelle osseuse. Alors, ces globules rouges proviennent de la moelle osseuse. On va caricaturer. Les globules rouges sont produits au niveau d'une industrie. Et ces globules rouges viennent dans le sang. Et dans le sang, là, il y a la distribution. Et le rôle de ces globules rouges, c'est d'aller capter l'oxygène dans les poumons et de pouvoir distribuer à toutes les cellules données. Alors, quand j'ai une diminution du taux d'hémoglobine, ça veut dire soit j'ai une diminution de la production au niveau de l'industrie, qui est la moelle osseuse, soit j'ai une diminution, j'ai un problème à la distribution.
Donc, deux mécanismes. Soit c'est un mécanisme qui est central, qui est lié à la production des globules rouges, soit c'est un mécanisme qui est périphérique, qui est lié à un problème de distribution. Prenons ce qui est plus fréquent, prenons le mécanisme qui est lié à la distribution. Quand c'est un problème lié à la distribution, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui empêche ce pigment qui est à l'intérieur des globules rouges, qui diminue la quantité de ce pigment dans le sang. Qu'est-ce qui peut diminuer? Soit il y a une perte. Il y a une perte du globule rouge en entier. Quand j'ai la perte du globule rouge, donc je perds et le globule rouge et ce qui est à l'intérieur du globule rouge. Donc, par exemple, quand il y a un accident de la voie publique et que la personne perd du sang, perd tout ce qu'il y a dans le sang, dont les globules rouges. Et à l'intérieur du globule rouge, il y a le pigment. Donc, la personne perd ce pigment. Cette personne qui a fait un accident de voie publique, qui perd du sang, est sujet à faire une anémie. Ça, c'est une des causes. Alors, il y a des infections. La plus fréquente chez nous, c'est le paludisme. Le paludisme, dans son cycle d'évolution, va se loger dans le globule rouge pour se développer vers la fin. Donc, et détruire ce globule rouge. Donc là, ça peut être lié aussi au paludisme. Donc la maman qui a dit que ça donne palu, bon, elle a inversé un peu les choses, mais le paludisme est l'une des causes de l'anémie. Outre le paludisme, il y a d'autres infections. Les enfants, nous avons les enfants qui toussent, il y a les infections respiratoires, il y a d'autres microbes qui peuvent être la cause et qui vont détruire ces globules rouges. Donc il y a les infections. Autre chose, j'avais dit tantôt qu'il y a des gens qui naissent avec une certaine anomalie du globule rouge. Quand on prend l'exemple des drépanocytaires, les drépanocytaires, ils naissent, mais ils ont une anomalie du globule rouge. Alors quand ils ont l'anomalie du globule rouge, l'anomalie va faire qu'à un certain moment, normalement les globules rouges passent dans tout ce qui est vaisseau, passent dans les plus petits vaisseaux possibles. Mais eux et nous, nos globules rouges, pour nous autres qui n'ont pas cette maladie, c'est que les globules rouges se déforment dans ces petits vaisseaux et après reprennent le forme. Chez les autres, quand ça rentre dans les petits vaisseaux et dans certaines circonstances données, ça ne peut plus reprendre sa forme. Donc ça se coince dans ces vaisseaux. Et ça fait que... Est-ce à cause de leur grosseur? Non, c'est un problème intrinsèque aux globules rouges. D'accord. Et il y a d'autres facteurs qui font que ça donne ça. Donc quand ça se passe, eux, ils auront une cassure précoce des globules rouges. Oui. Alors, il faut savoir que les globules rouges, quand les globules rouges naissent, ils ont 120 jours de vie. Ça, c'est 120 jours de vie. Et normalement, ils sont renouvelés par d'autres globules rouges. Mais chez, par exemple, les drépanocytaires, ils ont moins que ça. Vu que chez eux, il y a ce problème de déformabilité qui se pose. C'est des globules qui sont rigides, qui perdent leur déformabilité, donc ils se cassent très vite. Donc, c'est pourquoi, quand vous voyez quelqu'un qui est drépanocytaire, il est souvent pâle. Il a une anémie. Et ils vivent avec leur anémie. Vous voyez. Ça, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a le paludisme, il y a d'autres infections. La fièvre typhoïde que nous connaissons, qui peut aussi donner l'anémie. Outre ça, il y a encore plusieurs d'autres. Il y a des gens qui peuvent avoir des anomalies du globule rouge même. Donc, j'ai parlé de la drépanocytose. Mais outre ça, il peut aussi avoir un problème lié à la production. Ça, c'est la périphérie. Quand ils sont au niveau de la production, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la formation du globule rouge qui pose problème. Et quand je parle de la formation du globule rouge, ça veut dire que les éléments qui constituent le globule rouge peuvent peut-être être manquants. Parmi les éléments, il y a le fer. Si par exemple quelqu'un n'a pas de fer, pour une raison que je ne sais pas, on va en parler plus tard, ça peut induire une anémie. Si par exemple la personne manque de certaines vitamines, il y a des vitamines qui rentrent dans la constitution du globule rouge. Quand la personne manque de ces vitamines, la personne peut avoir un problème lié au fer. Quelle vitamine? Alors, il y a la vitamine B12. Il y a la vitamine B9 qu'on appelle l'acide folique. Quand il y a un manque de ces vitamines, la personne peut avoir un problème d'anémie. Outre ça, la personne, pour une raison ou pour une autre, peut avoir un problème de production au niveau de la machine. La machine est désertique, il n'y a plus rien. La personne, il peut avoir d'autres cellules qui sont des cellules anormales. Par exemple, quelqu'un qui a un cancer. Ce cancer peut quitter une autre cellule, un autre organe et venir envahir, étouffer la moelle. Donc la moelle n'est plus à même de produire de globules rouges. Donc par ricochet, la personne n'aura pas d'hémoglobine. Ouais, un peu. Donc c'est un peu les causes. Les causes sont multiples, ce qui fait qu'il faut nécessairement faire une bonne démarche diagnostique et pouvoir approcher la cause qui est à la base afin de mieux traiter le patient.
Alors, est-ce parce que les femmes enceintes ont besoin de plus de sang qu'on leur prescrit des faits pendant la grossesse? Alors, la femme qui est enceinte a en son sein le fœtus, l'embryon qui va devenir fœtus et qui plus tard va naître, va devenir le nouveau-né, puis le nourrisson. Alors, cet enfant a besoin du sang. Et le sang va provenir du sang que la mère donne. La mère, une grossesse à terme, un enfant qui naît prend chez sa maman environ 250 millilitres de sang. Vous êtes d'accord? Alors, cette mère, non seulement doit nourrir l'enfant, mais ses besoins sont aussi augmentés. Ce qui fait qu'on propose aux mamans non seulement de prendre du fer, il y a un certain moment, mais aussi de prendre de l'acide folique. Parce que l'acide folique, c'est aussi un élément qui participe à la construction du globule rouge, mais pas que ça intervient aussi dans autre chose, dans la formation du tube, du système nerveux. Donc, c'est important qu'on demande de prendre ça. Alors, comment savoir qu'on est anémié? Quels sont les symptômes de l'anémie? Alors, quand vous êtes anémié, c'est simple. Quand vous êtes anémié, ça va commencer par une fatigue. C'est une fatigue qui survient le plus souvent à l'effort. Je fais l'effort, je suis fatigué. Après, on va constater qu'il y a une pâleur qui s'installe. On a l'habitude, nos mamans ont l'habitude de regarder au niveau des muqueuses palpables pour voir si on est pâle. C'est trompeur, mais ça aide. Il y a aussi la paume des mains. Il y a la paume des mains qu'on regarde, il y a les lèvres qu'on regarde. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, ça peut évoluer, ça peut aller plus que là. Ça peut aller au point où la personne commence à être fatiguée même au repos. La personne est essoufflée à moindre effort. La personne sent que son cœur bat très vite. Là, ça veut dire que cette anémie n'est plus supportée par l'organisme. Vous voyez? Alors, les présentations varient aussi en fonction de la cause qui est derrière cette anémie. Si on prend l'exemple de quelqu'un qui manque de fer, la personne qui manque de fer peut avoir des cheveux qui cassent. Ah, d'accord. La personne qui manque de fer peut avoir une déformation au niveau des ongles. La personne qui manque de fer peut avoir... Déformation comment? C'est pas... Il y a une fragilité de l'ongle. Okay. Pour faire plus simple. Ça se casse tout Ça se casse facilement. Il y a une fragilité. Il y a l'ongle qui se casse facilement. La personne peut avoir de perlèches. Il y a quelque chose qu'on a, on dit, ah, on a le palu. Ce n'est pas forcément le palu. Ok. C'est pas forcément le palu. Ça peut être le palu, ce n'est pas exclu. Mais la personne peut aussi avoir ça. La personne peut avoir, au niveau de sa langue, la langue qui est totalement, vous voyez, normalement, la langue est papillée. Exactement. La langue qui est totalement dépapillée, qui est lisse. Ah, c'est aussi un signe d'anémie. Oui, c'est aussi un signe. C'est un signe d'anémie, mais c'est un signe qui nous oriente, nous, vers une cause probable de l'anémie. D'accord. Ouais. Donc, entre autres, c'est une personne qui est fatiguée. C'est une fatigue qui peut aller juste d'une fatigue à l'effort jusqu'à une fatigue au repos. C'est une personne qui est pâle. C'est une personne qui peut sentir que son cœur bat plus vite que d'habitude. Et puis la personne va consulter. Et dans d'autres circonstances, en fonction des causes, on peut avoir d'autres choses. On peut avoir des cheveux qui cassent, on peut avoir des ongles qui cassent, on peut avoir la langue qui est dépapillée totalement. Et là, en fonction de ça, nous, on est orienté et on pourra aller faire le diagnostic et rechercher l'étiologie. Alors, comment se fait le traitement? Est-ce qu'il y a un prototype en matière de prise en charge de l'anémie ou c'est en fonction de la cause de la maladie? Alors, jusque-là, avant qu'on ne vienne au traitement, il faut qu'on parle de comment faire le diagnostic. D'accord. Parce que quand vous allez à l'hôpital, le médecin, quand il suspecte que l'anémie, c'est un signe, ce n'est pas encore un diagnostic. C'est un signe. Alors, quand il suspecte que, pour pouvoir avoir la preuve, il va demander à faire une numération des formules, des éléments du sang. Il va demander à aller voir les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Et quand on donne cette formule, on constate qu'il y a des constantes érythrocytaires qui sont là-dessus. Ça nous permet à nous de pouvoir dire, ah, il y a anémie ou pas. Ça, c'est la première chose. Alors, quand j'ai ça, la deuxième chose, quand j'ai cette anémie, je dois me poser la question, parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a deux mécanismes. Est-ce que c'est un problème qui est lié à la production, mais est-ce que c'est un problème qui est lié à la distribution? Donc, le médecin va se poser la question, mais quel est le mécanisme? Est-ce que c'est lié à la production? Est-ce que c'est lié à la distribution? Nous avons aussi des analyses qu'on peut compléter pour aller voir est-ce que c'est lié à la production. On va demander quelque chose pour aller voir est-ce que les globules rouges, ils ont leur, si on peut le caricaturer, est-ce qu'ils ont leurs grands-pères qui sont là? Il y a une analyse qui nous permet d'aller voir leurs grands-pères. Si les grands-pères sont en nombre qu'il faut, ça veut dire que les globules rouges sont là. Ça veut dire que l'hémoglobine est là. Ça veut dire que la production se fait normalement. Vous voyez un peu, c'est une manière indirecte de savoir comment ça se fait.
On appelle ça les réticulocytes. On va doser les réticulocytes pour aller voir leur norme. En fonction de leur taux, ce n'est pas un problème lié à la production, c'est un problème de périphérie. Alors, quand c'est un problème de périphérie, alors quand j'ai l'anémie, je me pose une question. Est-ce que l'anémie que j'ai, est-ce que c'est une anémie qui est supportée par l'organisme, ou est-ce que c'est une anémie qui n'est pas supportée par l'organisme? Quand c'est une anémie qui est supportée par l'organisme, nous avons des éléments pour le savoir. Une anémie qui est supportée par l'organisme, le premier signe qui montre que l'anémie n'est plus supportée par l'organisme, c'est le cœur qui bat très vite. Quand le cœur commence par battre, le cœur c'est la pompe aspirante et refoulante. Le cœur a pour rôle d'aspirer et de refouler les globules rouges. Donc quand les globules rouges, quand on a une anémie et que le cœur commence par battre vite, ça veut dire que le cœur fait tout pour pouvoir les renvoyer, pour aller capter rapidement l'oxygène pour jouer leur rôle. Donc ça veut dire que le cœur n'arrive plus à compenser cette anémie. Dans ce cas, on va dire, attention, c'est une urgence, il faut que nous apportons du sang à cette personne. Ah, d'accord. Et ça, c'est pas fréquent. La transfusion n'est pas fréquente. Il faut qu'on s'entende bien là-dessus. Alors, quand moi, je fais mon diagnostic et que j'ai l'orientation, en fonction de l'orientation, je vais me dire, j'ai une anémie qui est une anémie liée à la distribution. C'est lié peut-être à une infection. Je vais réfléchir, parce que le patient est venu, il y a une fièvre, il y a des vomissements. Je suspecte que peut-être il y a un paludisme. Alors, quand il y a un paludisme, je vais demander une analyse pour avoir la preuve du paludisme. Quand j'ai la preuve du paludisme, je lui mets le traitement pour le paludisme et tout peut rentrer dans. À partir du moment où je mets le traitement pour détruire, pour détruire ce qui détruit les globules rouges, ça veut dire que j'ai enlevé la cause. Je fais, c'est une autre infection, c'est peut-être une fièvre typhoïde qui donne ça. J'ai pu avoir la preuve, je mets le traitement qu'il faut. Le patient qui est venu, il a des signes qui montrent que peut-être il a une maladie du globule rouge. C'est peut-être un drépanocytaire. J'ai la preuve qu'il est drépanocytaire, la prise en charge rentre dans ce sens. D'accord. Alors, la personne vient, je constate que, attention, le problème qu'il a, ne serait-ce à voir la numération formule sanguine, je suis orienté déjà si c'est une anémie qui est liée par manque de fer ou non. L'anémie qu'il a, il a une anémie et les globules rouges là sont petits. Quand les globules rouges sont petits, c'est fort probablement un problème lié au fer. Alors, on lui prescrit des molécules? Non, c'est pas comme ça. Alors, j'ai dit fort probablement. La médecine est basée sur la preuve, sur les preuves. Ici, c'est vrai que quand on demande les analyses, vu nos conditions socio-économiques, les gens disent non, vous demandez beaucoup d'analyses, mais tout ce que nous prenons a des risques, a des effets. Donc, on doit avoir la certitude de ce que nous donnons. Et la certitude de ce que nous donnons venant du diagnostic bien fait que nous faisons. Donc, si c'est ça, je vais aller doser ces réserves pour voir est-ce qu'il ne manque pas de fer. Je constate que les réserves, il n'a plus de réserve en fait. Donc là, je lui apporte de fer. D'accord. Alors, je constate que ce qu'il a, les signes, c'est peut-être un problème lié à la production. Donc, il faut que j'aille questionner pour voir, mais quel est le problème qui se passe au niveau de la production? Est-ce que c'est un problème de vitamines qu'il a? Est-ce que c'est un problème de cellules qui sont venues pour étouffer la morale? J'ai la preuve et c'est en fonction de ça qu'est orientée la prise en charge. Donc, il n'y a pas un prototype donné. La prise en charge varie en fonction de la cause qu'il y a derrière l'anémie. Il ne suffit pas de juste prendre le fer. Parce que l'habitude, c'est de dire, on dit, donne-lui du fer et c'est bon. Il ne suffit pas juste de prendre le fer. Mais il faut savoir la cause. Parce que, attention, l'accumulation de fer peut créer des dommages. C'est ce qu'on fait tous les jours. Dès que l'enfant a une certaine pâleur, maman pour acheter des fers. Donner du fer. Chez certains enfants, on peut comprendre, parce que l'enfant est en croissance. Peut-être qu'il y aura une autre émission pour parler de tout ce qui est anémie liée au fer. Ça, c'est encore un grand domaine. D'accord. Pour parler de l'anémie liée au fer. Mais chez l'enfant, on peut systématiquement demander aux parents, chez l'enfant de 6 mois jusqu'à 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, de donner du fer à une certaine périodicité, en fonction du fait que ce que l'enfant mange n'a pas tout ce qu'il faut pour apporter du fer. Si normalement ce que nous mangeons, si c'est varié, il y a des choses suffisantes pour pouvoir permettre que nous n'ayons pas de problèmes. Quel aliment par exemple? Non. Alors ça varie en fonction de... J'ai dit que pour que vous ayez la construction du globule rouge, il faut le fer. Il faut de la vitamine B12, il faut de la vitamine B9. Oui, dans quel aliment on peut retrouver assez de fer? Quand vous voulez, le fer se trouve dans le persil, dans les légumes, dans les fruits verts, dans le foie, c'est dans le chocolat. Le fer dans le chocolat.
Mais ce n'est pas que le fer. On peut aussi avoir besoin de la vitamine B12. Et la vitamine B12 se trouve que dans les protéines animales. Ah, d'accord. Alors le problème va se poser chez des gens qui sont végétariens stricts. Ils peuvent poser un problème d'anémie lié à une carence de cette vitamine. Ouais, parce qu'ils ne prennent plus du tout de protéines animales. Et il y a aussi l'acide folique qui se trouve dans du persil, qui se trouve dans de la viande, dans le foie. Et la cuisson trop poussée. Nous, on est habitué à cuire trop. Plus vous augmentez la température, plus vous détruisez les éléments. Donc, il est conseillé de les manger crus. Les fruits, surtout les fruits. Les fruits, oui, si on peut les manger crus, si la cuisson n'est pas aussi excessive, c'est bon. D'accord. Alors, on ne cessera jamais de le dire, il vaut mieux prévenir que guérir. Oui, je suis d'accord. C'est ça. Comment inviter les populations à prévenir l'anémie? Alors, pour prévenir l'anémie, il y a 3 étapes. Il y a ce que l'on appelle la prévention primaire. La prévention primaire, c'est tout ce que nous ferons pour ne pas rentrer en compte, pour ne pas avoir d'anémie. Ce que nous ferons, c'est quoi? C'est que nous puissions manger équilibré. Manger, prenez des fruits et légumes. L'habitude chez nous, c'est de prendre, le plus souvent, c'est la pâte, c'est la sauce. Mais il faudrait que nous faisions cet effort de prendre des fruits, de prendre des légumes, de varier l'alimentation, qui est de viande dans l'alimentation, ne serait-ce qu'une fois par semaine, en fonction de la poche. L'autre chose, c'est de faire l'effort pour qu'il y ait une bonne hygiène de vie. Quand l'enfant dort sous moustiquaire, quand nous dormons sous moustiquaire, nous luttons contre le paludisme. Nous luttons de façon indirecte contre l'anémie. Parce que le paludisme peut réduire l'anémie. Et souvent chez les enfants. Et souvent plus fréquent chez les enfants. C'est très fréquent chez les enfants. Donc, en prenant cette précaution, quand la personne mange bien, quand l'enfant on suit bien ses vaccinations, on va voir le pédiatre, là, on est dans la prévention primaire. En fait, on mange bien, on est dans la prévention primaire. La prévention secondaire, c'est que je constate que l'enfant a une fièvre. Au lieu que je reste à la maison et que je dis non, on peut prendre de tomates, on peut prendre parce qu'il y a des mélanges qui se mettent Coca-Cola, on mélange, que ça va augmenter. On entend, on est dans le domaine, on entend tous les jours. Coca-Cola, on mélange, que ça va augmenter l'anémie. On perd du temps. Et puis parfois, on amène l'enfant à un certain moment où l'anémie est vraiment décompensée. L'organisme n'arrive plus à pouvoir compenser. Sachant bien que la transfusion, pour pouvoir trouver de poches de sang chez nous, ce n'est pas souvent évident. Ça dépend des périodes. Encore que nous n'avons pas l'habitude de donner spontanément du sang. Donc, il y a ça. Et puis, il y a ce que l'on appelle la prévention tertiaire. L'anémie est là. Il faut traiter l'anémie. Et pour traiter l'anémie, il faut chercher quelle est la cause de l'anémie et pouvoir trouver cette cause et traiter la cause. D'accord. Alors, nous sommes à la fin de notre émission, mais avant de clôturer, nous allons vous demander si vous avez un dernier mot à l'endroit de nos internautes et téléspectateurs. Alors, c'est de pouvoir dire l'anémie, c'est la deuxième cause d'hospitalisation dans nos hôpitaux, après le paludisme. L'anémie, vous l'avez dit tantôt, ça touche 35 millions. C'est 35% de la population que ça touche. Et c'est plus fréquent dans les pays en voie de développement, surtout en Afrique. Exactement. L'anémie, c'est plus fréquent chez les femmes enceintes et chez les enfants. C'est la cause la plus vulnérable. L'anémie peut être prévenue. Quand nous sentons que l'enfant ne va pas bien, quand l'enfant a une fièvre, c'est de pouvoir se rendre chez ceux qui s'y connaissent. Et dès qu'eux, ils ont la responsabilité de pouvoir faire le diagnostic, de chercher la cause qu'il y a derrière ça, et de pouvoir traiter la cause. C'est l'essentiel que je peux dire en termes d'anémie, c'est les causes sont multiples et la prise en charge dépend de la cause. Il faudrait que nous sortons de nos habitudes de dire qu'il a une anémie, il faut lui donner du fer. L'anémie n'est pas nécessairement liée à un manque de fer. C'est vrai que c'est la cause la plus fréquente, mais ce n'est pas nécessairement lié à ça. Il y a d'autres causes qui peuvent être à l'origine. D'accord. Vous l'avez certainement compris, une prise en charge rapide et adéquate des infections permettrait d'éviter l'anémie. Aussi, l'adoption encore et toujours de modes de vie sains aiderait beaucoup à endiguer le mal. Merci pour votre fidélité et à très bientôt pour d'autres thématiques toujours aussi intéressantes. Bye bye.